Salut à tous, c'est Matt, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de l'évolution de notre fabuleux sport, le street workout. Comme vous le savez, j'ai commencé le street workout fin 2013, mais plus sérieusement en 2014. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais comparer le street workout de mes débuts, donc 2013-2014, au street workout d'aujourd'hui, le street workout qu'on connaît. Alors je vais parler de différents sujets, je vais parler des champions d'époque, surtout ceux qui m'inspiraient, des compétitions, de la différence de niveau, des figures, de la communauté, etc. Je t'invite bien évidemment à te faire un caf comme moi et on est parti. Alors les athlètes qui m'ont inspiré au début de ma pratique. Alors premièrement, il y a Vas de Super Saiyan, je sais pas si vous connaissez parce que je suis pas sûr qu'il en fasse encore aujourd'hui. À l'époque, il était très connu, tu peux trouver des vidéos qui datent de 2011 sur sa chaîne YouTube où il taffe énormément de figures de force comme la full planche, il avait un très bon hold, full planche push-up, front lever et puis tout ce qui est on va dire renfo, dragon fly, shoulder fly, instant push-up, 90 degrés push-up, etc. Donc pour l'époque il avait un très bon niveau. Pour toutes les personnes qui ont commencé à cette époque-là, je pense que ça a été un très bon exemple à suivre. Il a représenté la France en 2013 à la Coupe du Monde également avec deux autres Français. Ensuite, il y a Afro Saiyan. Peut-être que vous le connaissez parce que voilà, on va dire que c'est un athlète un peu plus récent, mais qui a commencé aussi, je pense, dans les années 2012-2013 et qui a pour moi révolutionné un peu le côté agilité, le côté dynamique du street workout. Que c'est vrai qu'à l'époque on n'avait pas toute l'agilité qu'on avait maintenant et on va dire qu'il a été précurseur, on va dire, de l'agilité en France et en Europe. Il a gagné en 2014 le fameux King of the Bar, donc la compétition qui se déroulait au FIBO, organisée par Baristi. Voilà, maintenant c'est World of Bar Hero ou City Cup avec Flight NX. Mais à l'époque, c'était le King of the Bar. Et il a aussi représenté la France en 2013 aux côtés de Vas de Super Saiyan. Un athlète qui m'inspirait énormément à l'époque et qui m'inspire encore aujourd'hui parce qu'il fait encore du street workout, il a encore un excellent niveau. C'est Eric Ortiz. Eric Ortiz que j'ai rencontré en 2014, que je ne connaissais pas du tout. Et je l'ai rencontré en compétition au Pull and Push 2014 à Paris. Avant nos passages, avant que les athlètes freestyle commencent, je vois un mec en train de faire des petites maltaises, des petites planches et tout sur des bouteilles d'eau, tu vois. Je fais, c'est qui se fout? Genre maintenant, ça peut paraître un peu banal, tu vois, de voir des mecs faire des planches un peu n'importe où. À l'époque, tu voyais pas ça, tu vois. Et je fais, c'est qui ce mec? Et je vais le voir. Ah, je viens de Marseille et tout, machin. Je fais, mais t'es trop chaud en fait, je crois que tu t'en rends même pas compte. Et il s'en est vite rendu compte parce qu'il a gagné cette compétition-là, du coup, en 2014. Et après, si je dis pas de conneries, il a été 3 fois champion du monde. Donc voilà, 3 fois champion du monde en représentant la France à Moscou. Donc chapeau à lui. En plus, il continue encore aujourd'hui. Il fait encore les Battle of the Bar aujourd'hui, pour te dire. Maintenant il vit du street, il est coach de street workout dans la salle Gravity près de Dubaï, je crois. Donc good job. Et bien sûr, pour finir, voilà, tous les athlètes qui venaient des pays de l'Est, qui avaient comme spécialité la force, qui avait vraiment une longueur d'avance en force sur les autres, je trouvais. Voilà, donc tout ce qui est Anton Abbasov, Nick Anisimov, Vladimir Tukhanov qui était plutôt du côté agilité quand même. Et puis bien sûr Vladimir Sadkov, champion du monde 2013. Donc celui-là, je sais que maintenant personne ne connaît, genre toutes les personnes qui ont commencé le street workout, genre après 2016-2017, je pense pas que vous connaissez, mais c'était vraiment une légende, les gars, c'était une légende. Alors les compétitions les plus connues de l'époque étaient donc bien sûr les World, donc World Cup, World Championship, comme aujourd'hui en fin de compte, hein, voilà, organisé par la Fédération mondiale de street workout. Donc ça a toujours été. C'était vraiment un de nos objectifs principaux à l'époque. Un peu moins maintenant, j'ai l'impression que ça a décoté un petit peu aujourd'hui. Maintenant, on est plus intéressé pour d'autres genres de compétitions, genre Battle of the Bar, Sub et tout. Mais à l'époque, c'était les Worlds. J'en voulais vraiment aller au championnat du monde, tu vois. Une compétition qui existe encore aujourd'hui, c'est le Battle of the Bar. Battle of the Bar, organisé par WCO, une fédération
américaine, voilà. J'ai pas envie de dire des conneries. Voilà, donc ça a vu le jour, je crois, vers 2011-2012. C'est arrivé à Los Angeles, Las Vegas, voilà, dans les gros salons du body fitness. Donc là, c'était moi c'était une de mes compétitions préférées, et encore maintenant. Mais là-bas, c'était vraiment le style, le flow américain, tu vois, qu'on pouvait pas voir dans nos compétitions ici en Europe ou du côté des pays de l'Est. Donc voilà, c'était surtout de l'agilité, du dynamique en fait. Mais un style d'agilité qu'on retrouve pas maintenant, tu vois. Bon, il y avait quand même des figures qu'on faisait à l'époque, qu'on fait encore aujourd'hui, notamment par exemple des 540 over the bar, tu vois, on a commencé à voir ça avec des mecs comme Always Go Wide et tout. Enfin voilà, je sors des noms, mais je sais pas si vous connaissez, parce que c'est des mecs qui vont arrêter, voilà. Mais ouais, c'était plus genre passer d'une barre à une autre, genre carrément se mettre sur la barre, salto arrière, ou sauter sur l'autre barre, machin. Il y avait un peu moins de force. Et voilà, c'est une compétition qui me plaisait énormément. C'était une compétition à laquelle je voulais participer. Et j'ai pu participer à cette compétition quelques années après, quand c'est arrivé en Europe, parce que cette compétition-là est arrivée en Europe. J'avais participé donc en 2015, je crois, au Battle of the Bar à Madrid, et un an après à Bristol en Angleterre. Voilà. Mais maintenant, ça se fait plus en Europe, ça se fait surtout aux États-Unis, enfin surtout sur la côte ouest. Et à Dubaï. Une compétition de renommée mondiale, le King of the Bar, voilà, qui a commencé en 2014, là où Afro Savion a gagné. Ensuite, il y a eu le 2015, donc ça a toujours été au FIBO. Enfin, pour débuter, c'était au FIBO. 2014 au FIBO, 2015 au FIBO, auquel j'ai participé. Donc voilà, là c'était les meilleurs d'Europe qui s'affrontaient, tu vois. 16 athlètes en battle, c'était un truc de ouf. Ensuite, il y a eu aussi le 2016 au FIBO, et il y a eu un autre King of the Bar en 2016 auquel j'ai participé à Madrid. Donc j'ai mis une vidéo d'ailleurs sur YouTube il y a déjà quelques mois où je parle de mon battle justement King of the Bar contre Roger, qui était champion d'Espagne à l'époque. Je te mets le lien en description, tu peux aller voir sur ma chaîne. Et il y a eu aussi en 2017, mais là c'était que en Espagne aussi, à Madrid. Par contre c'était sur l'autre parc, c'était pas la Chopera, c'était à Las Margas, voilà, pour les gens qui connaissent un peu les parcs à Madrid. Et ensuite voilà, ils ont arrêté le King of the Bar et ça a été remplacé par le World of Bar Hero au FIBO, maintenant City Cup avec Flight NX. Et en Espagne ça a été remplacé par la SWAB qu'on connaît actuellement. Et bien sûr, une compétition qui a commencé aussi assez tôt, c'est la Burning Gate, voilà, qui existe encore aujourd'hui, qui était sûrement moins connue à l'époque, je pense. Ils se sont fait vraiment connaître en, je sais pas, genre 2017. Ouais, 2017, je crois, 2017-2018. J'ai regardé hier. Et ça a commencé en 2014. Un point intéressant que je voulais voir, c'est quelles étaient les figures à la mode à l'époque. Parce que comme vous savez, faisait pas les mêmes figures. Enfin, il y a toujours des figures qui étaient là avant, là, les figures principales comme la full planche, le back lever, le front lever. Mais on commençait pas avec les mêmes figures quand on commençait le street. Et en compétition, on faisait pas les mêmes figures, on faisait pas les mêmes choses. Tout d'abord, on commençait avec beaucoup de muscle up, je me rappelle. Hein. C'était vraiment la mode des variantes en muscle up. Même en compétition, on faisait beaucoup de muscle up, genre des slow, des X, des supplies, des trucs inversés, des trucs comme ça. Un truc que maintenant tu vois plus du tout en compétition. Le slow peut arriver de temps en temps, mais tu le vois très très rarement. Sinon il y avait le human flag. Le human flag, c'est quand même la figure qui représente le plus notre sport, et on la fait plus. On fait plus de drapeaux. Je comprends pas trop pourquoi, mais à l'époque on faisait beaucoup de drapeaux et on faisait toutes les variantes possibles, tu vois. Parce que c'est une figure assez simple à apprendre au début, c'est une figure que tu apprends avec les muscle up, avec ton back lever et ton petit front lever, tu vois, quand tu commences. Voilà, donc nous on faisait beaucoup du man flag, il y en avait pas mal en compétition. On faisait du dragon flag, du shooter flag, du X flag, enfin plein de flags différents, tu vois. Même on inventait des flags. Et voilà, ça prenait une grande place dans nos trainings et même en compétition. Sinon voilà, il y avait toutes les figures, comme on peut voir aujourd'hui, comme la full planche, la maltaise, le front lever. Mais j'ai l'impression qu'on faisait beaucoup plus de hold à l'époque. Il y avait pas, on n'avait pas l'endurance d'aujourd'hui à faire des combos. C'est vrai que des combos, ça arrivait beaucoup plus tardivement. À l'époque, il n'y avait pas de combo. Genre, tu faisais ton hold. Si tu pouvais faire des push-ups, tu faisais quelques reps. Presse un petit peu aussi. C'était pas trop à la mode, tu vois. En front lever, laisse tomber. Hein. Front lever, on a pris un retard énorme. Comparé au niveau d'aujourd'hui, un front lever, mais on était mais tellement loin. À l'époque, en front lever, déjà, tu faisais un hold. Si tu le tenais genre 5 secondes en perfect form, en compète, t'étais trop chaud. Les pull-ups, c'était genre vraiment
des trucs comme ça, tu vois. Je pense c'est limite on trouvait ça impossible, tu vois. Et il y avait très peu d'athlètes qui s'entraînaient dur pour le front, à part des mecs comme Nick Anisimov, tu vois. Mais comparé à aujourd'hui, ils étaient pas non plus super forts, tu vois. Et nous on disait déjà que c'était des dieux, tu vois. Et sinon en agilité, c'était surtout des muscle-up freestyle, des choses qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui. Pourtant c'est ce que je conseille aux débutants quand ils commencent le street workout, quand ils veulent faire de l'agilité. Voilà, c'est déjà de faire des muscle-up freestyle. Et c'est vrai que maintenant, on en fait plus. Et à l'époque, on en faisait pas mal. Surtout aux États-Unis, ils faisaient beaucoup de muscle-up aériens où ça claquait, ça faisait des trucs comme ça. Et on faisait aussi des passe-barres. Et puis les 360 sont arrivés tranquillement. Mais c'était surtout des muscle-up 360. Il n'y avait pas de swing comme on fait maintenant, les swing 360. Les 720, les 900, c'était impensable. Je crois que j'ai même pas pensé à ces figures-là jusqu'en peut-être 2018-2019, tu vois. Genre pendant 4 ans avant, je pensais même pas que c'était possible. Moi, j'ai mis énormément de temps genre à prendre un 360. Quand Shrimpflip est arrivé, j'ai mis énormément de temps. Là, c'était les grosses figures. Hein. Shrimpflip 540, c'était vraiment les grosses figures, genre 2016, tu vois déjà. 2016-2017, c'est les grosses figures. Mais 720-900, impensable. Pour parler un peu de la communauté, la communauté était très petite en vrai. C'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de pratiquants qu'aujourd'hui. On était tous rassemblés sur le groupe Street Workout France sur Facebook. Et c'est là où on postait des trucs. Et après on se voyait en vrai dans les compétitions, dans les rassos, etc. Et moi, ce que j'avais l'impression, c'est que quand t'allais en compétition, du coup j'ai l'impression que tout le monde venait en fait. Toutes les personnes qui faisaient du Street Workout venaient, ce qui fait qu'on se connaissait un peu tous. Mais c'est vrai qu'on était très très peu, tu vois. Genre quand quelqu'un, un mec, j'allais dire assez connu, mais assez connu genre sur Facebook. Être connu sur Facebook à l'époque, c'était avoir genre 1000 amis, tu vois. Donc quand un mec débarquait dans ta ville comme ça, là tu disais à tous tes potes, toute ta team de venir et faire un gros training, tu vois. Petite photo et tout. Bon maintenant il y a des rassos et des compètes partout, tu vois, on a un peu l'habitude de ce truc-là. Mais c'est vrai qu'à l'époque on n'était pas nombreux. Et c'était un autre délire. Et pouvait-on vivre du street workout à l'époque? C'est vrai que d'un point de vue professionnel, c'était très très dur de vivre du street workout. Envisager gagner de l'argent avec cette discipline, c'était impensable, contrairement à aujourd'hui. Et maintenant, le street workout a bien évolué, le niveau a évolué, les figures ont évolué. Il y a beaucoup plus de visibilité, on voit que c'est beaucoup plus connu, notamment grâce aux réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube. Il y a plus de compétition, il y a plus de business autour de ça, il y a plus de spots pour s'entraîner. Alors les gars, je sais pas, vous avez commencé le street en quelle année? Mais avant, trouver genre un spot de la marque genre Kangourou, Barmania ou je connais pas toutes les marques, c'était notre rêve, tu vois. Avoir un beau parc de street dans sa ville, tu vois, même à Rennes, qui est une très grande ville. On a déjà qu'il n'y a pas beaucoup de spots bien, tu vois. Mais à l'époque, on rêvait d'avoir des spots comme ça. À Paris, il y en avait très peu et on voyait, genre dans les pays de l'Est, genre en Russie, à Moscou et tout, ils faisaient les plus grands parcs. Et vraiment, ça nous faisait rêver. Maintenant, c'est devenu un peu banal. Je sais qu'il n'y a pas des spots dans toutes les villes de France, mais maintenant, quand tu fais 20 minutes et 30 minutes de route, t'es sûr d'avoir un spot, tu vois. À l'époque, c'était pas le cas. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de pratiquants, forcément avec les réseaux sociaux, les gens ont commencé à connaître et à pratiquer. Et vu que maintenant il y a beaucoup plus de spots et de structures pour s'entraîner, c'est beaucoup plus facile. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas forcément plus de teams ou d'associations. Je me rappelle qu'à l'époque, les gens s'entraînaient en groupe, comme aujourd'hui, les gens s'entraînent en groupe ou seuls. Mais à l'époque, il y avait beaucoup plus d'associations sportives qui étaient créées. Voilà. Et ça avait un avantage pour tout le monde parce que grâce aux associations, on avait des parcs de street workout, on avait des subventions, etc. Sinon, pour parler du niveau actuel, j'ai pas besoin de vous faire un schéma, vous avez juste à regarder les champions actuels et les vidéos qu'on peut voir sur Instagram, sur YouTube, etc. où tu peux voir le niveau actuel. Je t'invite à comparer le niveau actuel avec le niveau de 2012-2013. Et tu verras la différence, c'est très très drôle à voir, surtout sur les compétitions internationales. Tu regardes
une World Cup 2012 à une World Cup 2021, ça n'a rien à voir. Donc franchement, les athlètes ont beaucoup travaillé, ils se sont bien entraînés. On a une meilleure connaissance maintenant de ce sport, on sait beaucoup mieux s'entraîner et on le voit sur la propreté des figures, sur la difficulté des figures, que ce soit en force ou en agilité. Donc sur ce point, on a fait une très très belle avancée. Pour parler des compétitions maintenant, il y en a beaucoup plus, elles sont beaucoup mieux organisées, il y a plus de choses à gagner aussi, même s'il reste énormément de travail à faire sur les compétitions. Je trouve que c'est quand même en bonne voie. Je sais que des gens diront non, c'est mal organisé, il n'y a rien à gagner. Retourne avec moi en 2014, va dans une compète. Bon, il y avait des compètes où tu pouvais gagner des bons chèques et tout, tu vois. Un peu comme maintenant. Mais genre, pas autant qu'aujourd'hui, tu vois. Maintenant, tu fais une compète, je sais pas, un peu n'importe où. T'as des lots, tu peux avoir un petit chèque, etc. À l'époque, t'avais rien du tout. Tu venais à la compète, tu gagnais ta coupe et tu rentrais chez toi. Maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup plus, beaucoup plus de prix à gagner. C'est beaucoup mieux organisé. Donc là, franchement, on a fait une belle avancée là-dessus et on peut encore progresser. Désolé, je finis à l'iPhone parce que la caméra s'est pris une surchauffe dans la tronche. Donc là, elle ne se rallume plus, il faut attendre qu'elle refroidisse. Pour finir cette vidéo, je voulais parler du côté business du street workout. Donc c'est vrai que d'un point de vue professionnel, le street workout a vachement progressé là-dessus. Donc ça, c'est vraiment énorme. À l'époque, tu pouvais être un des meilleurs du monde, être champion du monde, champion de ton pays, et tu gagnais pas un sou. Ou alors voilà, des petits chèques en compétition. Mais c'est vrai que voilà, t'étais pas forcément sponsorisé, ça n'intéressait pas forcément les marques. Maintenant, voilà, il y a beaucoup plus de marques de street workout et d'autres marques qui s'intéressent au street workout, donc ça c'est cool, ça ajoute un peu de money là-dedans et on en a besoin pour faire progresser ce sport. Donc maintenant, si tu gagnes des compétitions, voilà, il y a moyen que tu vives du street workout. Si tu es créateur de contenu aussi, il y a moyen de vivre du street workout, voilà, sur YouTube, sur TikTok, Instagram, etc. Si tu veux créer une marque de street workout, il y a aussi moyen. Si tu veux être coach de street workout, tu peux. Si tu veux vendre tes programmes, tu peux. Donc effectivement, on a eu une très très bonne avancée sur ce sujet. Voilà, on peut le voir, hein, comme des youtubeurs que maintenant sont super connus comme Andrea La Rosa, Chris Heria. Je parle d'eux parce que je les ai mis dans la miniature, mais voilà, il y en a énormément d'autres. Et aussi des très bons athlètes, voilà, qui se sont mis à créer du contenu et aussi gagner des compétitions. Voilà, parce que maintenant en compétition, il y a de plus en plus d'argent à gagner. Donc moi je trouve ça super cool. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Voilà, c'est une petite vidéo qui me trottait un peu dans la tête avant-hier. J'ai essayé de la tourner hier et surchauffe de la caméra, le micro marchait même pas. Du coup, j'étais obligé de la retourner aujourd'hui avec cette nouvelle gueule. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé. On se rejoint très très bientôt pour un cas d'évolution et puis d'autres vidéos. Je vous fais un ciao.